Ma nièce a lancé une rumeur selon laquelle j'avais une liaison pour briser mon mariage. Ma sœur a ri en disant qu'elle faisait juste son cinéma. Je payais son appartement d'étudiante depuis 2 ans. J'ai appelé le propriétaire ce jour-là. Elle peut faire son cinéma sur un banc public dorénavant. Bail résilié. Ma femme est rentrée à 18h47 un mardi et elle refusait de me regarder. Pas juste éviter mon regard, elle ne me regardait pas du tout. Elle a franchi la porte d'entrée, posé son sac à main sur le comptoir et s'est tenue dans la cuisine, les bras croisés serrés contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage en silence. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a secoué la tête, refusant de répondre. Elle restait juste là à pleurer, fixant le carrelage comme s'il détenait une réponse que je ne pouvais pas voir. J'étais marié à cette femme depuis 11 ans. Je connaissais ses humeurs, ses silences, sa façon de gérer le stress. Ce n'était pas du stress. C'était de la dévastation. C'était le regard de quelqu'un dont le monde entier venait d'être réorganisé sans son consentement. S'il te plaît, parle-moi, peu importe ce que c'est, on peut. Est-ce que tu étais au Novotel sur la Nationale jeudi dernier? La question m'a frappé comme un coup physique. Pas parce que j'étais coupable, je ne l'étais pas, mais parce que j'ai compris instantanément ce qui se passait, ce que quelqu'un avait fait. Quoi? Non, j'étais au travail. Tu sais que j'étais au travail. Quelqu'un t'a vu avec une femme. Cheveux bruns, robe rouge. Ils ont dit que vous vous teniez la main sur le parking. Ils ont dit qu'ils vous ont vu entrer ensemble. Chloé, c'est insensé. Je n'ai jamais. Elle a décrit ta voiture, Marc. Elle a décrit la bosse sur le pare-chocs arrière. Elle a décrit ta veste, la grise avec le. Qui a dit ça? Chloé m'a enfin regardé. Ses yeux étaient rouges, gonflés, absolument brisés. Je ne sais pas. Quelqu'un l'a dit à Sandrine au travail, disant qu'elle se sentait mal, qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais que sa conscience ne la laissait pas se taire. J'ai eu un haut le cœur parce que je savais exactement qui était derrière tout ça. Je connaissais le schéma, la méthode, la cruauté particulière d'inventer des détails spécifiques pour que les mensonges paraissent vrais. Ma nièce, Manon, 21 ans, avec un talent pour la manipulation qui frisait le pathologique. Un historique de chaos qui remontait à près d'une décennie. Et maintenant, apparemment, une nouvelle cible, moi. Il m'a fallu 3 heures pour convaincre Chloé de me raconter toute l'histoire, et 2 autres pour la convaincre que j'étais innocent. La rumeur avait été élaborée, presque professionnelle. Manon, bien que je ne savais pas encore avec certitude que c'était elle, avait réussi à accéder au réseau professionnel de Chloé via une ancienne camarade de classe qui travaillait dans le même immeuble. Elle avait abordé Sandrine Martin pendant la pause déjeuner, se présentant comme une amie de la famille inquiète pour le mari de Chloé. Elle a décrit le Novotel en détail, la disposition du parking, la couleur du store, l'emplacement de l'entrée latérale. Elle a décrit ma voiture, une Peugeot 508 de 2019, avec une bosse distinctive sur le pare-choc arrière datant du jour où j'avais reculé dans un chariot de supermarché il y a 2 ans. Elle avait décrit ma veste grise, celle avec la légère déchirure dans la doublure que je devais faire réparer. Elle avait inventé une femme, cheveux bruns, robe rouge, une alliance au doigt qui n'était pas celle de Chloé, disant qu'elle nous avait observés de l'autre côté du parking, main dans la main, disparaissant dans l'hôtel comme si nous l'avions fait 100 fois auparavant. Chaque détail était conçu pour sembler vrai, pour créer juste assez de spécificité pour que le déni ressemble à une esquive. C'est comme ça que Manon fonctionnait. C'est comme ça qu'elle avait toujours fonctionné. Ce n'était pas un comportement nouveau. Elle était comme ça depuis le lycée, quand le chaos a commencé à devenir impossible à ignorer. En seconde, elle a lancé une rumeur selon laquelle son professeur de maths, Monsieur Dubois, avait fait des commentaires inappropriés sur le corps d'une élève. L'école a lancé une enquête. Dubois a été suspendu en attendant l'examen du dossier. 3 semaines plus tard, Manon a admis qu'elle avait tout inventé parce qu'il lui avait mis un août 2020 à un contrôle. Dubois a été réintégré, mais il ne s'en est jamais remis, a arrêté d'enseigner l'année suivante et a déménagé dans une autre région. En première, elle a dit à un groupe d'amis qu'une camarade de classe nommée Julie Laurent couchait avec son demi-frère. La rumeur s'est répandue dans le lycée comme une traînée de poudre. Julie a été ostracisée, insultée dans les couloirs, son casier a été vandalisé. Elle a changé d'école en milieu de semestre. L'histoire n'était pas vraie. Julie n'avait même pas de demi-frère. En terminale,
Manon a dit à sa propre mère, ma sœur Valérie, que son beau-père l'avait frappée, montrant des bleus qu'elle s'était fait elle-même, racontant une histoire larmoyante où elle aurait été agrippée et bousculée. Valérie a failli appeler la police, a failli demander le divorce. La vérité a éclaté 3 semaines plus tard quand une amie de Manon a admis que Manon lui avait demandé de la frapper au bras à plusieurs reprises parce qu'elle avait besoin de Marc. Le beau-père, un type bien nommé Thomas, qui n'avait été que gentil avec Manon, est parti quand même, disant qu'il ne pouvait pas vivre avec quelqu'un dont la fille pourrait détruire sa vie sur un coup de tête. À chaque fois, Valérie la défendait, elle est sensible, elle a vécu beaucoup de choses, elle ne veut pas faire de mal. Mais le mal était exactement ce que Manon voulait faire. Le mal était le but. Certaines personnes allument des feux parce qu'elles aiment regarder les choses brûler. J'ai appelé Valérie le lendemain matin après que Chloé ait finalement sombré dans un sommeil épuisé, après avoir passé la moitié de la nuit à fixer le plafond en essayant de comprendre pourquoi. Valérie, il faut qu'on parle de Manon. Quoi à propos d'elle? La voix de ma sœur était prudente, déjà sur la défensive. Quelqu'un a répandu une rumeur auprès des collègues de Chloé disant que j'ai une liaison. Des mensonges détaillés. Ma voiture, mes vêtements, des lieux spécifiques. Chloé est rentrée en larmes hier soir. Notre mariage a failli imploser. Silence au bout du fil, puis, et tu penses que c'est Manon qui a fait ça? Le schéma correspond exactement, les détails spécifiques, la manipulation, C'est ridicule. Manon t'adore. Tu es son oncle préféré. Valérie, je suis son seul oncle. Et c'est exactement pour ça qu'elle aurait accès aux détails de ma vie, ma voiture, ma veste, mon lieu de travail. Tu deviens paranoïaque. Elle ne ferait jamais ça. Elle a accusé Thomas de maltraitance. Elle a fait suspendre Monsieur Dubois. Elle a failli détruire la vie de cette fille, Julie. C'est ce qu'elle fait. La voix de Valérie est devenue glaciale. C'était une enfant. Elle a fait des erreurs. Elle a grandi maintenant. Elle a 21 ans. Et elle vient d'essayer de faire exploser mon mariage. Tu ne sais pas ça. Tu n'as aucune preuve. Je n'en avais pas. Pas encore, mais j'allais en avoir. Je vais découvrir la vérité, ai-je dit. Et quand je le ferai, il y aura des conséquences. Ne menace pas ma fille, Marc. Je ne menace personne. Je te dis ce qui va se passer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La preuve est arrivée plus vite que prévu. La collègue de Chloé, Sandrine, a accepté de me rencontrer le samedi suivant. Elle était nerveuse, c'est compréhensible, mais elle se sentait très mal à propos du rôle qu'elle avait joué dans la propagation de la rumeur et voulait aider à réparer les choses. La femme qui m'a abordé était jeune, a dit Sandrine. Début de la vingtaine, peut-être. Cheveux blonds, très soignés. Elle a dit qu'elle s'appelait Amandine et qu'elle était une amie de la famille de Chloé. A-t-elle dit précisément comment elle nous connaissait? Elle a dit qu'elle connaissait Chloé depuis la fac, qu'elle était à votre mariage. Chloé et moi nous sommes rencontrés après la fac. Nous n'avions aucun ami commun de ces années d'études à notre mariage. Manon, cependant, était là, âgée de 8 ans à l'époque. Demoiselle d'honneur dans une robe que ma sœur avait choisie. Autre chose dont vous vous souvenez à son sujet? Sandrine a réfléchi un instant. Elle avait cette façon de parler. Vraiment confiante, vraiment détaillée. Elle rendait ça tellement réel. Je n'ai même pas pensé à remettre ça en question. A-t-elle laissé des coordonnées? Un moyen de la joindre? Non, mais Sandrine a hésité. Elle a mentionné quelque chose sur le fait d'être en ville pour des trucs universitaires. Elle a dit qu'elle logeait près du campus universitaire. Manon allait à la fac régionale à 20 minutes de l'endroit où travaillait Sandrine. J'ai montré à Sandrine une photo de Manon tirée de la page Facebook de ma sœur. Son visage est devenu pâle. C'est elle. C'est Amandine. Mais elle a dit qu'elle avait menti. Elle s'appelle Manon. C'est ma nièce. La main de Sandrine s'est portée à sa bouche. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Elle semblait si sincère, si inquiète. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est ce qu'elle fait. J'ai remercié Sandrine pour son honnêteté et je suis rentré chez moi pour le dire à Chloé. Voici ce que Valérie ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne semblait réaliser à propos de ma relation avec Manon. Depuis 2 ans,
je payais 950 € par mois pour son appartement. L'arrangement avait commencé quand Manon a été acceptée à la fac, et que Valérie ne pouvait pas payer le logement. Elle venait de finaliser son divorce avec Thomas, se noyait sous les frais juridiques et les dettes de carte de crédit, et était venue me voir en larmes lors d'un dîner de famille. Je ne peux pas laisser ses rêves mourir à cause de l'argent. Valérie avait sangloté, agrippant mon bras. Elle a travaillé si dur pour y entrer. C'est la première personne de notre famille à aller à l'université. S'il te plaît, Marc, tu es le seul qui peut t'aider. Je gagnais bien ma vie à l'époque. C'est toujours le cas. Chef de projet senior dans un bureau d'études en génie civil. Bon salaire. Pas d'enfants à nous. Chloé et moi en avions discuté et avions accepté. La famille est de la famille. J'ai payé le premier mois de loyer, 950 €. Le dépôt de garantie, 1900 €. Je me suis porté garant solidaire sur le bail parce que Manon n'avait aucun historique de crédit et que le dossier de Valérie était détruit par le divorce. Chaque mois pendant 2 ans, j'envoyais de l'argent, parfois directement à Manon, parfois au propriétaire quand elle oubliait de payer à temps. Il y a 8 mois, j'avais commencé à payer le propriétaire directement parce que Manon avait laissé glisser le loyer 3 mois de suite, prétendant qu'elle était occupée par ses partiels. Investissement total sur 2 ans, plus de 22 000 € rien qu'en loyer, plus les dépôts initiaux, plus les meubles que je lui avais achetés quand elle a emménagé, plus l'ordinateur portable pour les cours, plus les avances de trésorerie d'urgence quand elle prétendait ne pas pouvoir s'acheter de livres ou de courses, près de 30 000 € au total. De l'argent que Chloé et moi avions mis de côté pour l'apport d'une maison, redirigé pour aider la famille. Et c'est comme ça qu'elle m'a remboursé. En racontant des mensonges conçus pour détruire mon mariage, en faisant pleurer ma femme dans notre cuisine, se demandant si 11 ans de vie commune avaient été construits sur un mensonge. J'ai pensé à appeler Valérie à nouveau, à lui expliquer ce que j'avais appris, à lui donner une chance d'arranger les choses. Puis je me suis souvenu de sa réponse quand j'avais soulevé mes inquiétudes pour la première fois. Elle fait juste son cinéma. Elle se débrouillera. Du cinéma. C'est ainsi qu'elle appelait ça quand sa fille essayait systématiquement de détruire ma vie. Très bien, je me débrouillerai moi-même. Le contrat de bail était dans mon classeur, une copie que j'avais gardée parce que j'étais le garant, légalement responsable du loyer si Manon ne payait pas. Je l'ai sorti et lu ce soir-là, cherchant des options. Ce que j'ai trouvé était mieux que ce que j'espérais. En tant que garant payeur, j'avais un statut juridique significatif. Plus important encore, parce que je payais le loyer directement depuis 8 mois, documenté par des virements bancaires et des reçus que le propriétaire avait fournis, j'avais un argument fort. J'ai appelé Robert Michaud, un avocat en droit immobilier avec qui j'avais travaillé sur un projet des années plus tôt, et lui ai expliqué la situation. Si tu paies le loyer directement depuis tout ce temps, et que le locataire principal est effectivement défaillant sans ton aide, tu as des options, a-t-il dit. Selon les termes du bail et la loi, tu peux initier une procédure de retrait de garantie. Ce n'est pas typique, mais ce n'est pas sans précédent. À quoi cela ressemblerait-il ? Un préavis formel au propriétaire indiquant que tu te retires en tant que garant et que tu cesses ton implication financière. Le propriétaire peut alors décider de travailler avec le locataire indépendamment ou de résilier le bail pour manque de garantie financière solide. J'ai demandé à Robert de rédiger une lettre cet après-midi-là. Puis j'ai appelé le propriétaire directement. Il s'appelait Gérard Hoffman, 62 ans, gérait un portefeuille de 12 appartements près du campus. Il avait géré les problèmes de paiement de Manon depuis le début. Monsieur Tissot, j'apprécie l'appel, a-t-il dit quand j'ai expliqué la situation. Franchement, je redoutais cette conversation. Votre nièce a été difficile à gérer. Comment ça ? Retard de paiement, plainte pour bruit des voisins, une fête il y a 6 mois qui a causé des dommages dans les parties communes. La seule raison pour laquelle je n'ai pas résilié, c'est parce que vous avez été fiable. C'est vous qui avez permis à cette location de fonctionner. Je retire mon soutien financier, ai-je dit. Avec effet immédiat. Elle peut soit se qualifier seule, ce dont je doute, soit vous pouvez procéder à la résiliation. Gérard est resté silencieux un moment. J'aurai besoin de quelque chose par écrit. Je demanderai à mon avocat de vous l'envoyer aujourd'hui. Et vous comprenez ce que cela signifie ? Je comprends exactement ce que cela signifie. Préavis standard. Procédure de résiliation. Je pouvais l'entendre taper quelque chose de son côté. Je traiterai les papiers cet après-midi.
Elle recevra un avis formel sous 48 heures. Merci, Gérard. Monsieur Tissot, pour ce que ça vaut, j'ai 2 filles. Si quelqu'un leur faisait ce que vous avez décrit, je ferais la même chose. J'ai envoyé un seul SMS à Manon cet après-midi-là. Ton bail se termine le mois prochain. Je commencerai à faire mes cartons. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures. J'imagine qu'elle a passé ce temps à essayer de savoir si j'étais sérieux. Appelant Gérard, appelant Valérie, peut-être appelant le bureau du logement de l'université en panique. Puis mon téléphone a explosé. 16 SMS en 45 minutes, 4 appels manqués, un message vocal où elle sanglotait vraiment, prétendant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle plaisantait juste. Qu'elle ne pensait pas que quelqu'un prendrait ça au sérieux. Je déconnais juste, tonton Marc. Je ne pensais pas que Sandrine le dirait vraiment à Chloé. Je pensais que ce serait drôle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je m'excuserai. Je ferai n'importe quoi. Ne me prends juste pas mon appartement. J'ai lu chaque message, écouté chaque message vocal. Puis j'ai posé mon téléphone et n'ai pas répondu. Il y a un certain type de personnes qui ne s'excusent que lorsque les conséquences arrivent. Qui dit je ne le pensais pas alors que ce qu'ils veulent vraiment dire c'est je ne m'attendais pas à me faire prendre. Qui pleure et supplie non pas par remords, mais par peur. Manon était cette personne. Avait toujours été cette personne. Les excuses n'étaient pas réelles. C'était juste une autre tactique de manipulation. Une autre tentative de faire disparaître le problème sans rien changer réellement. Je ne jouais plus à ce jeu. Valérie a appelé ce soir-là et je savais que ça allait mal se passer avant même de répondre. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille. Même à bout de bras, sa voix était une force physique. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle a ses partiels qui arrivent. Elle est à 3 semestres de son diplôme. Où est-elle censée aller? Tu ruines sa vie pour une blague stupide. J'ai attendu qu'elle finisse. Laissé le silence s'étirer un long moment. Puis j'ai dit exactement ce qu'elle m'avait dit quand j'avais appelé à propos de Chloé. Elle fait juste son cinéma. Elle se débrouillera. Ce n'est pas drôle, Marc. Ma femme pleurant dans notre cuisine parce que ta fille racontait des mensonges sur moi pour détruire mon mariage ne l'était pas non plus. 11 ans de confiance presque brisés parce que Manon pensait que ce serait drôle de m'accuser d'avoir une liaison ne l'était pas non plus. Elle ne voulait pas dire. Stop. Arrête-toi là. Je pouvais entendre ma propre voix devenir plus dure, plus froide. Chaque fois que Manon fait quelque chose de terrible, tu dis qu'elle ne le pensait pas. Elle ne voulait pas faire suspendre Monsieur Dubois. Elle ne voulait pas détruire la vie de Julie Laurent. Elle ne voulait pas accuser Thomas de maltraitance. Elle continue juste de ne pas vouloir dire les choses. Et les gens continuent d'être blessés et tu continues de trouver des excuses. Elle était jeune. Elle a fait des erreurs. Elle a 21 ans. Assez vieille pour voter. Assez vieille pour signer un bail. Assez vieille pour comprendre que les actions ont des conséquences. Tu as passé toute sa vie à la protéger de ces conséquences. Et voilà ce que tu as créé. Valérie pleurait maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas la punir comme ça. Je ne la punis pas. J'arrête juste mon soutien. Ce n'est pas la même chose. Elle peut trouver un autre appartement. Elle peut trouver un travail. Elle peut prendre un prêt étudiant comme tous les autres étudiants en France. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est vivre sans payer de loyer grâce à mon argent tout en essayant de détruire ma famille. Elle est de la famille aussi. Non, la famille ne fait pas ce qu'elle a fait. La famille n'essaie pas de faire exploser des mariages pour se divertir. La famille n'invente pas de mensonges détaillés pour blesser des gens qui n'ont fait que les aider. J'ai pris une respiration, me suis calmé. Voici ce qui va se passer, Valérie. Le bail de Manon se termine à la fin du mois. Elle peut se débrouiller pour son logement toute seule. Si elle me contacte à nouveau, je ne répondrai pas. Si tu continues à défendre son comportement au lieu de la tenir responsable, je ne te répondrai pas non plus. Marc, j'ai fini. Nous avons fini. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché. Les 4 semaines suivantes furent un chaos. Valérie a mobilisé toute la famille élargie contre moi. A appelé notre mère, nos tantes, nos cousins. M'a dépeint comme un monstre qui détruisait la vie d'une jeune femme pour une blague idiote.
Tante Patricia a appelé pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Le cousin David a envoyé un long message Facebook sur l'importance du pardon. Notre mère a appelé en pleurant, me suppliant de reconsidérer, disant que je déchirais la famille. J'ai expliqué la situation à chacun d'eux. Leur ai dit exactement ce que Manon avait fait. Leur ai montré les SMS, les preuves que j'avais rassemblées, le schéma qui remontait à des années. Certains ont compris, la plupart non. C'est juste une gamine, a dit tante Patricia. Les gamins font des erreurs. Elle a 21 ans, ai-je dit. Combien de vies doit-elle encore détruire avant qu'on arrête d'appeler ça des erreurs? Pas de réponse. Manon s'est présentée à ma porte 2 fois durant ces 4 semaines. La première fois, elle pleurait, le mascara qui coulait, la voix tremblante, toute la performance. Elle m'a supplié de reconsidérer, a promis qu'elle s'excuserait auprès de Chloé, a juré qu'elle ne ferait plus jamais rien de tel. Je n'ai pas ouvert la porte, je l'ai juste regardée à travers le yeton jusqu'à ce qu'elle abandonne finalement et parte. La deuxième fois, elle était en colère, a martelé la porte, a crié que je ruinais sa vie, m'a traité de nom qui aurait fait pleurer notre grand-mère. Je n'ai toujours pas ouvert la porte, mais j'ai enregistré toute la scène sur ma caméra de sonnette connectée, une documentation juste au cas où. Chloé et moi en avons parlé tous les soirs pendant ces 4 semaines, de Manon, de Valérie, de ce que cela signifiait pour nos relations avec le reste de la famille. Chloé était en colère, pas contre moi, mais contre la situation, contre le fait que quelqu'un avait essayé de détruire ce que nous avions construit sur une décennie ensemble. Je continue de penser à ce qui se serait passé si Sandrine ne s'était pas sentie coupable, a dit Chloé un soir. Si je n'avais jamais découvert que c'était Manon, aurais-je cru au mensonge pour toujours? Tu l'aurais découvert un jour. La vérité finit toujours par éclater, non? Monsieur Dubois n'a jamais récupéré sa réputation. Cette fille, Julie, a probablement encore des gens qui croient au mensonge sur elle. Parfois, la vérité n'éclate pas assez vite. Elle avait raison. Parfois non. Mais cette fois-ci, elle l'avait fait. Et Manon allait vivre avec les conséquences. Le jour du déménagement était un samedi. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je ne voulais pas faire de scène. Je ne voulais donner à Manon ou Valérie aucune munition pour me peindre comme vindicatif ou cruel, mais quelque chose m'a poussé à passer devant l'immeuble cet après-midi-là. Un certain besoin de le voir de mes propres yeux, d'être témoin de la conséquence pour que cela semble réel. Manon était sur le parking en train de charger des sacs poubelles à l'arrière de la vieille Renault de Valérie. Sa colocataire, une fille nommée Lindsay, que j'avais rencontrée une fois à une réunion de famille, se tenait sur le balcon du 2e étage, les bras croisés, regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Manon avait l'air épuisée, vaincue, plus petite que dans mes souvenirs. Elle a levé les yeux quand ma voiture est passée. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés à travers la vitre. J'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux, puis autre chose. De la colère peut-être, ou de la honte, ou une combinaison des deux. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas fait signe, je n'ai rien dit. J'ai juste continué à conduire. Aux dernières nouvelles, Manon dort sur le canapé de Valérie. L'appartement qu'elle avait, celui que j'avais meublé, que j'avais payé, qui avait été son foyer pendant 2 ans, est allé à quelqu'un d'autre une semaine après son départ. Gérard a trouvé de nouveaux locataires presque immédiatement. Les villes universitaires sont comme ça. Manon a abandonné 2 cours parce qu'elle ne pouvait pas gérer le trajet depuis chez Valérie, qui est à 45 minutes du campus. Son conseiller pédagogique, j'ai entendu ça par le cousin David, qui est apparemment le courtier en information désigné de la famille, lui a dit qu'elle ne pourrait peut-être plus obtenir son diplôme à temps, qu'elle devrait peut-être prendre un semestre supplémentaire, ce qu'elle ne peut pas se permettre, et que Valérie ne peut certainement pas se permettre. Elle cherche apparemment un travail maintenant, dans la vente probablement, ou la restauration rapide. Le genre de travail qu'elle a toujours méprisé, supposant toujours qu'elle valait mieux que ça. Valérie ne m'a toujours pas parlé. Ni tante Patricia, ni le cousin David, ni la plupart de la famille élargie. Ils ont choisi leur camp et j'ai été effacé de l'histoire. C'est très bien. Je peux vivre avec ça. Mais voici le truc avec les conséquences. Elle ne nécessite pas l'approbation des autres. Je n'ai pas résilié le bail de Manon pour être vindicatif. Je ne l'ai pas fait pour la punir. Bien que la punition fût certainement méritée. Je l'ai fait parce que les actions doivent signifier quelque chose.
parce que dépenser 30 000 € pour aider quelqu'un seulement pour qu'il essaie de détruire votre mariage doit avoir une conséquence au-delà d'une excuse larmoyante et d'une promesse de faire mieux. Manon a passé toute sa vie à apprendre qu'elle pouvait blesser les gens sans répercussion. Que les larmes et les excuses suffiraient toujours. Que quelqu'un interviendrait toujours pour la protéger des résultats de ses choix. J'ai été cette personne pendant 2 ans. J'ai financé sa vie pendant qu'elle construisait un CV de destruction, la carrière d'un professeur, la réputation d'une fille, la famille d'un beau-père, et finalement mon mariage. C'est fini. L'argent a cessé, la protection a cessé, les conséquences sont arrivées. Et peut-être qu'elle en tirera une leçon. Peut-être qu'elle réalisera que le monde ne fonctionne pas comme Valérie lui a appris. Qu'on ne peut pas continuer à allumer des feux et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre les éteigne. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle trouvera juste de nouvelles personnes à manipuler, de nouvelles situations à exploiter, de nouveaux mensonges à raconter. Certaines personnes ne changent jamais, mais ce n'est plus ma responsabilité. Chloé et moi allons bien. Mieux que bien, en fait. L'expérience nous a rapprochés, nous a forcés à parler de choses que nous évitions. Nous a rappelé pourquoi nous nous sommes choisis en premier lieu. Nous regardons à nouveau les maisons. L'argent que je n'envoie pas à Manon chaque mois va maintenant dans l'épargne, et nous sommes presque revenus là où nous étions avant que j'accepte d'aider Valérie. Nous parlons de l'avenir plus qu'avant. D'enfants, peut-être. De ce à quoi nous voulons que la prochaine décennie ressemble. Nous ne parlons plus beaucoup de Manon. Elle est devenue un conte moral. Une histoire que nous raconterons un jour pour expliquer pourquoi les limites sont importantes. Valérie m'envoie des messages parfois, via notre mère principalement. Dit que Manon est désolée. Dit qu'elle a changé. Dit qu'elle veut arranger les choses. Je ne réponds pas. Pas parce que je suis rancunier. Pas parce que je veux punir qui que ce soit, mais parce que j'ai appris à reconnaître le schéma maintenant. Les larmes, les promesses, le cycle de destruction et de pardon qui permet la prochaine vague de destruction. Certains cycles doivent être brisés. J'ai brisé le mien. Ma sœur m'a traité de dramatique quand je lui ai dit ce que Manon avait fait. Elle avait raison d'une certaine manière. Toute l'affaire était dramatique. Le mensonge élaboré, la manipulation calculée, les larmes et les cris, et 4 semaines de guerre familiale. Mais voici ce que Valérie n'a jamais compris. Le drame va dans les deux sens. Manon pensait qu'elle pouvait créer le chaos sans conséquence. Pensait que le drame coulerait toujours dans une seule direction, vers l'extérieur, vers les personnes qu'elle ciblait, tandis qu'elle restait en sécurité et intouchable au centre. Elle avait tort. Je ne l'ai pas combattu. Je n'ai pas argumenté, ni négocié, ni essayé de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. J'ai juste arrêté de participer. Retiré mon soutien. Laissé la gravité faire le reste. Et maintenant, elle vit le drame qu'elle a créé. Se réveillant chaque jour sur le canapé de sa mère. Faisant chaque jour 45 minutes de trajet pour des cours qu'elle arrive à peine à suivre. Vivant chaque jour avec les conséquences d'avoir pensé qu'elle pouvait blesser les gens sans frais. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste de la physique.